une transformation et ça peut être un obstacle. C'est un peu l'exemple de, je prends cet exemple, ceux qui viennent au centre Kalachakra le connaissent, cet exemple que je donne. Mais si on pense qu'il ne s'agit que d'une histoire de technique, c'est comme si on s'imaginait pouvoir faire une journée de marteau-piqueur et qu'au moment où on veut dessiner son nom sur un grain de riz, on puisse le faire. Le grain de riz, dessiner son nom sur le grain de riz, c'est la méditation. Et le marteau-piqueur, c'est toute l'activité qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc penser que simplement il s'agit d'une histoire de technique, c'est cette même aberration qu'on peut retrouver en estimant qu'on puisse dessiner son nom sur un grain de riz alors qu'on a passé sa journée à faire du marteau-piqueur. Ce qu'on fait dans la vie de tous les jours est capital, et ça je pense que c'est un des éléments qu'on pourra peut-être retirer de cette intervention, c'est que la pratique du calme mental, elle est complètement conditionnée par notre mode de vie. Complètement conditionnée par notre mode de vie. Et si on pense que la technique du calme mental n'est qu'une technique, eh bien, on peut abandonner rapidement parce qu'on n'aura pas accumulé les causes et les conditions qui vont permettre au calme mental d'apparaître, avant même de s'asseoir sur le coussin. Et on voit de nombreuses applications sur smartphone où on peut faire 5 minutes de souffle, 5 minutes de calme mental, 10 minutes, 20 minutes. C'est très bien et ça sert. Je ne dis pas que ce soit inutile, mais il faut penser beaucoup plus vaste que simplement le calme mental. Il s'agit d'une transformation de son esprit. Il ne s'agit pas seulement de penser qu'on va pouvoir avoir n'importe quel comportement et au moment où on s'assoit sur le coussin, tout à coup acquérir le calme mental. Ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, réinsérer la pratique du calme mental dans une voie globale, c'est-à-dire un ensemble de pratiques globales, c'est le meilleur moyen pour être efficace et pour ne pas arrêter la méditation quand on a commencé. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait que on commence à méditer et on continue? Deuxième point. Eh bien, quand on agit sur ce qui empêche la concentration, quand on accumule les causes et les conditions qui vont pouvoir permettre à cet esprit de se concentrer, à cette paix intérieure, à ce grand calme, cette grande détente d'avoir lieu. Quand on agit sur ces choses-là, naturellement, cette chose arrive. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une aspiration profonde pour atteindre le calme mental. Comme pour tout, si on veut devenir riche, sans doute qu'il faut travailler ou gagner au loto, mais au moins il faut aller acheter un ticket. Toutes les choses qui sont conditionnées dans notre existence autour de nous naissent de causes et de conditions. Si on veut cette chose, il ne suffit pas juste de le vouloir. Si on veut être riche, si on veut voyager, il faut acheter un billet d'avion. Si on veut acheter une voiture, il faut aller chez un concessionnaire. Toutes ces choses-là sont conditionnées. L'esprit, ça fonctionne de la même manière. Si on veut avoir un résultat mental, il faut accumuler les causes et les conditions. Donc, qu'est-ce qui arrive au mieux quand on arrive à accumuler tout cet ensemble de causes et de conditions dont on va voir quelle forme la pratique même du calme mental, de la méditation qu'on peut prendre avec sujet, dont l'objet qu'on peut prendre est le souffle, par exemple. Au mieux, quand on arrive à avoir toutes ces conditions mises dans l'équation, on peut arriver à ce point d'équilibre qu'on appelle shamatha, dans lequel on a une stabilité mentale totale. C'est-à-dire qu'on a une absence de discursivité, de pensée parasite, on est focalisé en un point et on a une clarté mentale immense. Beaucoup plus que dans tous les rêves qu'on peut faire dans la nuit, qui sont très, très vivaces. Tout ce qu'on peut imaginer, on a une clarté mentale et une stabilité. Ça, c'est les deux aspects qu'on peut avoir dans la pratique du calme mental. Stabilité totale. On peut rester, quand on atteint le calme mental, au moins 4 heures sans aucune perturbation mentale. Et une clarté totale. Conjoint à ça, il y a ce qu'on appelle une félicité, bliss en anglais. C'est une forme de bonheur, c'est pas du plaisir, c'est du bonheur, de quelque chose de mental, mais d'extraordinairement puissant. Conjoint à une souplesse, c'est-à-dire que notre esprit, on peut le faire concevoir n'importe quoi. Les visualisations sont très claires. On n'est pas empreint de cette léthargie qui fait que quand on veut penser à quelque chose, on n'y arrive pas. Là, on a un total contrôle de l'esprit.
Et une des qualités de ça, c'est un bonheur profond, extraordinairement profond, qui peut servir après à explorer la nature de l'esprit, les émotions, à développer beaucoup plus notre intelligence émotionnelle, à observer nos problèmes, la nature de l'existence et tous ces thèmes qui font la base du bouddhisme. Mais avant ça, qu'est-ce qui se passe au tout départ, quand on commence à méditer? Très souvent, on commence à méditer sur le calme mental et on fait 2 minutes et on trouve ça ennuyeux au possible. On se dit, oh le souffle, oh là 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 là, j'ai 10 minutes là, mais peut-être que je devrais faire 5 ou peut-être je fais 5 minutes et ce soir je vais faire encore 5 minutes. Ou peut-être je peux faire 2 minutes. Non, en fait, je vais peut-être plutôt le faire demain. Je serai peut-être plus en forme demain. Donc souvent, quand on commence la méditation, on a un manque d'enthousiasme. Ça, c'est un vrai problème. Parce que si on s'assoit et qu'on essaie de méditer sur le souffle et qu'on prend le souffle comme quelque chose de très ennuyeux, on va avoir des myriades de choses beaucoup plus passionnantes qui vont nous passer à l'esprit et qui vont nous happer, dans lesquelles on va les prendre au vol, ces choses-là. Le repas de ce soir, qu'est-ce qu'on va faire, nos problèmes, penser à dire quelque chose à quelqu'un, nos vacances, ça va être beaucoup plus passionnant de suivre ces choses-là que de rester sur le souffle. Donc le manque d'enthousiasme, c'est déjà une des premières choses qui va nous habiter, normalement, c'est normal, quand on commence la méditation sur le souffle. Et puis après, on va commencer à se dire, bon, ben, c'est vrai, la méditation, ça a quand même des qualités, peut-être que je peux acquérir des choses. Et puis à mesure qu'on pratique, de toute façon, on commence à voir des bienfaits. Donc ça prend moins d'énergie mentale pour essayer d'observer ces bienfaits. Donc là, on médite, on est sur le souffle, il y a plus de joie qui naît parce qu'on sait que ça nous fait du bien, que ça pacifie l'esprit. Mais là, on est plein de distractions. Et on est emmené par ces distractions. La distraction, en fait, c'est un facteur mental, c'est une émotion qui va créer une distorsion dans l'esprit, qui va, comme un rail, comme un aiguillage, qui va nous faire perdre le fil de notre concentration et qui va nous emmener vers quelque chose. Et après cette distraction vient l'oubli. On oublie qu'on est en train de méditer complètement. Et là, on est parti dans le film de nos pensées, le voyage, les choses, les problèmes, notre collègue qui nous a crié dessus, résoudre les problèmes, penser au passé, penser au futur, toutes ces choses qu'on rumine. Et on oublie complètement qu'on est en train de méditer. Et puis après 5 minutes, la pensée perd de son jus, de sa substance, et on se dit ah ouais, je devais méditer quand même là. Ok. La méditation est terminée, on arrête, on reprend le lendemain. Donc ça, la distraction, c'est un vrai problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on pratique, cette distraction, elle commence à se calmer plutôt que de partir dans l'oubli pendant 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, quelques secondes. On finit par diminuer la portée de cette distraction, la portée de cet oubli, jusqu'à un moment où on est stable sur l'objet, on est complètement observant du souffle, et l'esprit n'est plus complètement parti de son objet, parti du souffle. On reste sur le souffle. Ça, avec de l'entraînement, ça peut venir. Pendant plusieurs minutes, on est complètement sur le souffle. Ce qui a déjà d'extraordinaires bienfaits pour le sommeil, pour les capacités cognitives, pour le calme. Déjà, ça, c'est très, très bien. Mais on est sur le souffle, mais il y a encore des perturbations, comme une télé HD qui, tout à coup, aurait de la friture sur l'image. On a une petite envie de penser à autre chose, ou on a une forme de ce qu'on appelle de la laxité, c'est-à-dire une forme de torpeur. On est toujours sur l'objet, on est toujours méditant sur le souffle, mais on a des altérations de qualité. Et donc, on va essayer de les raffiner jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus du tout. Et à ce moment-là, l'esprit est complètement stable, la clarté mentale va pouvoir naître beaucoup plus, la félicité va pouvoir naître, la souplesse va pouvoir naître, et en dépendance de tout ça, le calme mental va pouvoir apparaître. Mais ce n'est pas un interrupteur, c'est vraiment quelque chose de graduel, étape par étape, et ça commence par exactement là où on en est aujourd'hui, nous-mêmes, avec ce qu'on a fait dans la journée, nos distractions qu'on doit accepter.
Donc, comment on peut activer ce calme mental? Eh bien, d'abord avec ce qui précède le moment où on va être assis sur le coussin. Et ça, je pense que c'est le plus important. C'est qu'est-ce qu'on fait de la journée? Dans quel environnement on est? Dans le bouddhisme, on appelle ça c'est l'entraînement supérieur de la discipline éthique. C'est qu'est-ce qu'on fait? Comment on parle? Si on est sans arrêt en colère et qu'on passe à l'action à travers nos paroles et nos actions physiques, notre continuum mental va être extraordinairement fragmenté pour qu'au moment où on va se plonger dans la méditation sur le souffle, on puisse espérer avoir une forme de calme mental. Si on est passé à l'action dans la journée avec la colère, avec le ressentiment, avec nos émotions perturbatrices, très difficilement on va pouvoir avoir suffisamment de calme pour essayer de percer la capacité de l'esprit à observer son objet. Donc ce qu'on fait dans la vie de tous les jours est fondamental. Et ça, c'est l'entraînement de la discipline éthique. C'est inverser le système de priorité aussi. Parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure de l'enthousiasme, si on est pris dans la journée dans une forme d'attachement obsessionnel pour des biens matériels ou une colère profonde qu'on aura, pour laquelle on sera passé à l'acte à travers nos actions, nos paroles, le système de priorité quand on va passer à la méditation va être complètement disproportionné. On va avoir quelque chose d'extraordinairement important, résoudre les problèmes, comment je vais pouvoir gérer ce problème avec cette personne-là, et on va avoir le souffle à côté qui ne pourra pas faire la mesure, le poids contre cette chose terrible, immense, qui prend tout l'espace mental. Donc réussir à inverser le système de priorité par lequel on se dit mais le souffle en fait c'est vraiment une porte d'entrée vers le développement intérieur, vers le calme, on arrive à inverser le système de priorité. Parce qu'en méditant, on ne peut pas forcer l'esprit à penser que le souffle qu'on a préalablement perçu comme ennuyeux devienne tout à coup passionnant. Non, c'est ce qu'on va faire avant d'arriver sur le coussin dans la vie de tous les jours qui va pouvoir réorganiser ce système de priorité. La méditation, si elle est comparée à un feu, c'est ce qui nous permet d'éteindre les braises, mais ce n'est pas ce qui nous permet d'éteindre l'incendie. Ce qui nous permet d'éteindre l'incendie, de calmer déjà la portée de nos émotions perturbatrices, de ce qui va nous empêcher d'observer le souffle, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc avant même d'être sur le coussin, si on veut espérer méditer et continuer à méditer, c'est d'interroger avec sagesse, avec raisonnement, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait à travers le corps, à travers notre parole, notre mode de vie. Est-ce que c'est en phase vraiment avec l'observation du souffle, avec avoir cette forme de contentement profond pour le présent? Donc, une des autres idées préconçues sur la méditation, c'est que ça n'engage aucun raisonnement. Non, plus on a un raisonnement pour essayer de voir à quel point c'est important de cultiver le calme mental, plus on va accumuler d'enthousiasme qui va permettre de venir à bout de ce manque d'enthousiasme qui est un problème quand on commence à méditer. Donc ça, c'est le premier des préliminaires qui est problématique au calme mental. Le deuxième, c'est ce manque d'enthousiasme. C'est que, bon, on a calmé un petit peu les activités dans la journée, on n'est pas trop dispersé, mais on n'a pas tellement d'enthousiasme. C'est comme si on arrivait aux commandes de l'avion, mais tout à coup, on soit plutôt en train de consulter son smartphone que de piloter l'avion, de commencer à le faire décoller. Et c'est ce qui arrive, on arrive sur le coussin, et puis on pense à tout ce qu'on a fait dans la journée, et finalement, on ne médite pas. Ce manque d'enthousiasme, ça vient simplement du manque de reconnaissance qu'on a des qualités de la concentration. Et ce que je vous dis là à présent, c'est rien d'autre que la méthode qui nous permet de cultiver le calme mental. Observer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, le questionner. La deuxième,
c'est de nourrir cet enthousiasme. À quel point c'est important d'être dans le présent? Quels sont les problèmes liés à sans arrêt espérer être dans l'attente du futur, par exemple? À quel point le présent est important, à quel point il est précieux aussi. On le voit dans ces moments, à quel point il est précieux. Quels sont les problèmes d'être toujours dans l'anticipation de ces choses du futur dont la plupart ne se réaliseront jamais? Quelle perte de temps mental de toutes ces choses qu'on espère, qu'on visualise et qui ne se réalisent pas. Et on passe à côté de cette appréhension forte qu'on peut avoir du présent, de ce qui est là, du contentement. Plus on a cet enthousiasme, plus quand on va commencer à méditer, on va avoir une forme de dynamisme. Et là, on inverse encore un peu plus la courbe de ce système de priorité par lequel on commence à se dire « Waouh, mais le souffle, c'est vraiment la porte d'entrée vers une transformation intérieure profonde. » La troisième, c'est que on commence à méditer, on a de l'enthousiasme, on a calmé un peu les activités de la journée, en tout cas la manière dont on se déplace, dont on essaie d'être plus calme, mais on a beaucoup de distractions. Et là, ce qui va lutter contre les distractions, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, samadhi en sanskrit, sati en pali, c'est une glu mentale. C'est ce qui vient faire que l'esprit va se focaliser sur son objet, en l'occurrence le souffle, sans le quitter. Et sa fonction, c'est d'empêcher d'oublier. Et on a vu tout à l'heure que l'oubli, c'est quand on part dans le film de nos pensées, on a complètement oublié qu'on était en train de méditer. La pleine conscience, samadhi, c'est vraiment cette glu mentale qui va nous lier à notre objet. Par exemple, c'est simplement le fait d'observer le souffle, de ne pas le perdre. Il y a plusieurs choses qui sont problématiques quand on a des distractions et quand on commence la méditation. La première chose, c'est de rien faire. C'est de partir dans nos distractions et de ne rien faire. Ça génère une mauvaise habitude qui fait qu'à chaque fois qu'on commence à méditer, on se laisse partir, on ne fait rien, on est dans nos distractions, on se raconte un film, et puis la méditation se perd. Et ça, c'est un mauvais usage qu'on peut faire du temps qu'on a dans la méditation. C'est une mauvaise habitude. Le deuxième, c'est de chaque fois qu'on a une forme de distraction, c'est de se dire « Ah non, mais oh là là, c'est toujours la même pensée, ça. Non, non, mais François, ça fait… » Là, tu te rends compte quand même, ça fait 4 fois que tu as pensé ça depuis 1 minute. Et de se dire « Non, mais je suis nul, attends, je ne peux même pas faire ça, je ne peux même pas me focaliser 3 secondes. » Et ça crée une tension intérieure qui va nous distancier un peu plus du calme mental. C'est ce jugement qu'on fait quand on réalise qu'on était distrait. Ça, c'est un obstacle aussi. Et la troisième chose, c'est de lutter contre ses pensées. C'est un peu l'équivalent de ce que j'ai dit au départ sur penser que la méditation, c'est se vider l'esprit. Les pensées ne sont pas l'obstacle. L'obstacle, c'est la distraction. L'obstacle, c'est l'oubli. C'est les choses qui vont être un frein à la méditation. Mais l'obstacle, ce n'est pas les pensées. Parce qu'il faut avoir une certaine forme de pensée quand on médite. Pour se demander, est-ce que je suis distrait à ce moment-là? Est-ce que je ne suis pas distrait? Est-ce que je suis bien sur le souffle? Est-ce que je suis bien sur ce que je devais faire? Il y a une certaine forme de monitoring, de contrôle, on pourrait dire, d'observation de ce qui se passe aussi. Les pensées ne sont pas un problème. Quand on a une distraction, le meilleur moyen, c'est de s'en rendre compte et simplement revenir sur l'objet. Sans se juger, sans vouloir, sans se raconter une histoire, sans nourrir encore un peu plus la distraction, le film de nos pensées. Non, c'est s'habituer à laisser partir les pensées, s'habituer à les oublier et revenir sur le souffle. Ne pas essayer de résoudre le problème, ne pas essayer de se remémorer les choses qu'on vient de penser, ne pas essayer de nourrir ces pensées-là, ne pas essayer de les alimenter. Et petit à petit, ces pensées-là, elles vont disparaître si on ne les nourrit pas. Et si ces distractions disparaissent doucement de l'esprit, la pleine conscience va prendre le relais et on avance dans la méditation.
un autre facteur important qu'on développe dans la méditation, ce n'est pas seulement d'être observant de l'objet, c'est ce que j'ai dit, c'est ce monitoring, c'est se dire, est-ce que je suis en train d'être distrait, est-ce que je suis bien distrait, est-ce que je fais ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se le dire toutes les 3 secondes, parce que ça devient aussi une forme de distraction. Mais de temps en temps, se dire, est-ce que je suis motivé à faire ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de méditer? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'arrête de méditer, rétablir un peu ma motivation, pourquoi c'est important de méditer. Donc c'est faire un point avec nous-mêmes, où on en est dans la méditation. Est-ce que je suis distrait? Ah ben oui, je suis distrait. Ben oui, alors il faut que je revienne sur l'objet. Et ça, c'est développer le pouvoir de la vigilance. Il y a la pleine conscience qui se focalise sur l'objet et la vigilance qui explore un peu où on en est. Et la pratique du calme mental, c'est vraiment trouver une forme d'équilibre également. Ça, je tiens à le dire. Parce que si on a trop cette vigilance, si on est sans arrêt en train de se dire « mais oui, je suis distrait, ah mais je suis distrait, oh non, non, mais je suis encore distrait, mais je suis encore plus distrait ». C'est comme quand on essaie d'élever un chien, par exemple, et que chaque fois qu'il vient, on le tape. Mais il y a un moment, le chien ne vient plus. Il faut savoir regarder aussi toutes les choses qui, dans la méditation, se passent bien. Alors au début, c'est vrai, on a beaucoup de distractions. Ce qu'il faut reconnaître, c'est, ben voilà, pendant une seconde, c'est vrai, j'ai eu cette pleine conscience. Pendant une seconde, ben, j'observe le souffle. Et plus on va nourrir cette appréhension des choses de qualité qu'on va trouver en nous, plus on va nourrir cette souplesse de l'esprit, cette joie, qui est vraiment un facteur positif qui va nourrir la méditation. Donc avoir une pratique équilibrée, c'est hyper important. Pratique équilibrée qui reconnaît à la fois les problèmes de la méditation, par exemple le manque d'enthousiasme, la distraction, mais surtout, au départ, de pouvoir reconnaître, mais oui, mais ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment une forme d'équilibre dans le sens où c'est de l'esprit positif. Ce n'est pas de la pensée positive dans le sens où on invente quelque chose, c'est de la pensée positive où on regarde les choses positives qu'on fait, même si elles sont toutes petites au départ. Voilà, j'ai réussi, j'ai fait un cycle. J'inspire, j'expire. Voilà. C'est le départ, c'est là. Reconnaître les choses qui arrivent de positives quand vraiment je me focalise sur l'objet et que j'y arrive. Si je vous demande maintenant tous ensemble là, de faire une inspiration, une expiration et de porter simplement votre esprit dessus. Voilà, on y arrive très facilement. Ou si on n'y arrive pas, peut-être qu'on y arrivait une demi-inspiration. Mais au moins, on arrive à faire quelque chose. On arrive à observer le souffle. J'inspire, j'expire. Donc si on a cette pratique déséquilibrée de reconnaître seulement les distractions, et c'est très souvent quand on commence la méditation, on va faire comme ce chien, et à un moment, la méditation ne va plus apparaître parce qu'on va être simplement focalisé sur le négatif dans la méditation. Donc trouver cet équilibre entre l'observation du négatif et toutes les choses positives qui sont peut-être petites, mais au moins qui existent. Ça, c'est vraiment une pensée positive qui est importante. Ok. J'aurais pu développer encore un peu plus, mais je pense que ça fait déjà un petit moment que je parle et qu'on pourrait essayer d'explorer cette technique. Ce que je n'ai pas dit aujourd'hui, je pourrais l'intégrer un peu dans les prochaines sessions, dans lesquelles je vais essayer de parler un peu moins et dans lesquelles on va essayer de disperser un peu plus les méditations à travers la séance. Donc on va commencer. On va voir 4 étapes aujourd'hui de la méditation sur le souffle et on va commencer par simplement être conscient de l'inspiration, de l'expiration. Tout simplement, on commence là où on en est. Et vous voyez que la technique elle-même n'est pas très compliquée. Hein. J'inspire, je suis conscient que j'inspire, je ne suis pas conscient nécessairement d'un endroit du corps, je suis seulement conscient, je sais, quand j'inspire, que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. On peut essayer de faire 2 cycles, c'est-à-dire on inspire, on expire, on inspire, on expire. On va essayer tous ensemble.
Alors peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si ça marche, on peut se dire waouh. Peut-être qu'en début de séance, si je vous avais demandé de faire 2 respirations, ça aurait peut-être été plus compliqué, peut-être pas. Mais tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, ça permet de développer de l'enthousiasme. Et on voit l'importance que ça a, parce qu'on a peut-être plus envie, surtout après que j'ai parlé 3/4 d'heure, on se dit allez, on va passer à la pratique là maintenant. Et ça, c'est une forme d'enthousiasme. On se dit ah ouais, mais j'ai envie de voir maintenant. Il parle de paix mentale, on a envie de l'essayer pour nous-mêmes. Donc, ce qui vient d'être dit, même si ça a été assez long, c'est pas perdu. Parce que ça permet de créer cette motivation qui est fondamentale dans la pratique du calme mental, qui fait qu'on a envie. On a simplement envie que ça se fasse. On a envie de cultiver le calme mental. Et après une séance, 2 séances, cette motivation, elle va baisser, c'est normal. Et puis, le souffle ennuyeux va revenir. Et là, il faut avoir cette vigilance de se dire, est-ce que j'ai de l'enthousiasme? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux que je revienne encore une fois à la méditation sur le souffle, après avoir compris les bienfaits que ça peut m'apporter. Rétablir ma motivation. Ok, donc on va essayer maintenant de faire 3 ou 4 cycles. 4 cycles, par exemple. J'inspire, conscient que j'inspire, j'expire, conscient que j'expire. Et on le fait 4 fois. Ok. Peut-être que déjà on commence à avoir des distractions qui apparaissent, c'est normal, parce qu'on ne peut pas aller comme ça 1 heure et qu'on n'ait aucune distraction. C'est normal, mais là on fait simplement le travail de reconnaître ces distractions, pas les nourrir, pas se juger, pas essayer de lutter contre, simplement le reconnaître et revenir sur le souffle. Excuse-moi, j'ai une question. Oui. Comment on fait quand on a un souffle très court? Alors le souffle très court, c'est quelque chose de normal quand on commence la méditation, ou c'est normal à certains moments de la vie, ça dépend du corps aussi, il y a de multiples facteurs, mais on fait simplement avec ce qu'il y a. Hein. On accepte que si le souffle est court, on accepte, mon souffle est court. L'étape après, ça va être de reconnaître justement si le souffle est court ou le souffle est long. Mais c'est complètement normal. On fait avec ce qu'on a. Ouais, même s'il est C'est une bonne remarque. C'est pas essayer de forcer le souffle. Parfois dans le Et du coup, on vient de perdre François, en espérant qu'il revienne rapidement. Ce que je vous propose, c'est en attendant peut-être de noter vos questions dans la boîte de conversation, comme ça François en aura plusieurs pour répondre. Oui. Ouais, on t'a perdu, François. Oui, ça a déconnecté. Alors, je passe sous 4G. Oui. Là, c'est bon, on t'entend. Hein. Ouais, d'accord. Sachant qu'il y avait Christine qui avait une question aussi. Alors, Christine, oui. Oui, j'ai une question sur cette respiration. C'est sa respiration naturelle ou c'est vraiment, je prends une grande inspiration, j'expire, parce que par ailleurs, j'ai pu être entraînée à ça. Et ça, c'est peut-être plus difficile à maintenir. Enfin, voilà. Ouais, il faut pas la forcer parce qu'il ne faut pas que ça devienne une tension. François, en fait, il y a de l'écho parce que tu as tes deux micros activés. Alors, d'accord. Je vais revenir sur... OK. RB. Tac. OK, vous m'entendez mieux là. Ouais, c'est bon. Non, il faut en tout cas dans cette étape, pas que ça devienne une préoccupation. Il faut simplement le laisser comme il vient.
Parce que ce souffle, il dépend de ce qu'on a fait dans la journée. Par exemple, si on a de la colère, ce souffle, on va avoir une tendance à avoir une inspiration un peu plus forte qu'une expiration. Si on le force, on crée une tension intérieure, on crée une tension mentale. Or, la tension mentale, elle doit être dénouée par elle-même. Il ne faut pas la forcer. Ok, très bien. Et Merci. François, du coup, il y a d'autres participants qui ont posé des questions dans la boîte de conversation. Donc, je Oui, peux les lire, mais c'est peut-être bien plus sûr. simple que Ouais. tu les regardes toi. Non, je n'ai pas trop accès au... Ah, tu veux que je les lise dans ce cas-là? Ouais. Donc, il y a Sylvie qui demandait si on médite les yeux ouverts ou fermés. Alors, les Tibétains méditent très souvent les yeux ouverts. Moi, je médite les yeux ouverts, mais je ne suis pas sûr que c'est une très, très grande importance. Ça va paraître un peu... comment dire? Je ne suis pas sûr que c'est une très, très grande importance. Ça dépend des personnes, ça dépend des moments. Parfois, le matin, on peut méditer et être un peu endormi. Ouvrir les yeux, ça peut être plus de tension que de les fermer. Si on est un peu fatigué, ouvrir les yeux et voir de la lumière, ça peut aider. Moi, je sais que j'ouvre les yeux le plus souvent possible parce que ça empêche une forme de torpeur. Mais en Asie du Sud-Est, ils ferment les yeux. Chez les Tibétains, ils ne ferment pas. Et finalement, tout le monde peut atteindre le calme mental. Donc, ça dépend vraiment de vous. Et puis, moi, je conseillerais d'ouvrir les yeux, mais c'est peut-être plus difficile au départ parce qu'on est porté sur les objets. Quand on médite, au bout d'un moment, les objets, on ne les voit plus. On les voit, mais ils ne prennent plus d'espace mental. C'est comme la position. La position, je ne suis pas sûr qu'elle soit extraordinairement importante au départ. Ce qui est plus important, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. C'est établir notre motivation, c'est avoir de la joie. Ça, c'est vraiment les plus gros producteurs de concentration plutôt que d'avoir exactement la position précise en 8 points ou en 7 points selon. C'est important la position, mais vraiment ce que j'ai dit préalablement sur la motivation, sur la discipline éthique, sur la motivation, c'est vraiment le plus important. Ok, après il y a Isabelle qui demandait est-ce que la pleine conscience c'est le but de la méditation ou l'outil? Donc en précisant la vue mentale. Non, c'est comme si on disait voilà, une fois que j'ai construit le télescope, c'est le but de la méditation. Non, une fois qu'on a ce télescope, qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Qu'est-ce qu'on va observer en nous? Donc, c'est vraiment la construction du télescope. Bon, ça apporte quelque chose d'avoir un télescope. C'est un peu plus qu'un télescope. Ça apporte du bien-être, ça apporte de la paix. On est moins en colère, on est plus calme, on est beaucoup plus résilient. On a beaucoup plus de patience, ça développe énormément de qualités. Mais le but, c'est d'aller beaucoup plus loin de ça et de se servir de ce télescope mental pour explorer la nature de la réalité, nos émotions, de comprendre leurs sources, de mettre fin à la souffrance. Ça, c'est l'hypothèse de travail du bouddhisme. C'est comment la méditation analytique peut nous permettre de mettre fin à la souffrance. Après, il y a Capucine qui demandait, qui dit, tu as dit que pour mieux méditer, il faut mener une vie calme avec de la discipline éthique, mais je crois que l'on médite aussi pour parvenir à cette vie calme et cette discipline éthique. Comment les deux interfèrent et se nourrissent mutuellement? Tu peux répéter, Arnaud? Capucine disait, donc tu as mentionné que pour mieux méditer, il faut une vie calme avec de la discipline éthique. Elle dit on médite aussi pour parvenir à cette vie calme et cette discipline éthique. Donc, comment les deux se interfèrent et se nourrissent mutuellement? Ouais, c'est une très bonne remarque. J'espère que j'ai sûrement donné cette impression, mais les trois entraînements, la concentration, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, l'entraînement de la discipline éthique et l'entraînement de la sagesse, sont pas une séquence. C'est pas je commence par la discipline éthique, une fois que je l'ai parfaite, je peux travailler la concentration. Parce que la sagesse va nourrir la discipline éthique, qui elle-même va nourrir le calme mental, qui elle-même va nourrir la sagesse. Il faut le prendre comme une roue avec des barreaux. Si la roue avait 3 barreaux, la sagesse, la discipline éthique et la concentration, on va, en avançant, passer de l'un à l'autre. C'est plutôt circulaire que linéaire. Il y a Malika qui te demandait de redonner les références de
du Lamrim, enfin, quand tu as expliqué que tous ces points étaient expliqués dans le Alors, Lamrim. tu peux peut-être le mettre sur le chat, Ouais, je m'en occupe. Arnaud? Ok, Ouais, très bien. merci. Laurence demande par rapport à l'expiration, par la bouche ou le nez? Par le nez, si c'est possible. Si vous n'avez pas le nez bouché ce jour-là, si vous n'êtes pas malade, vous pouvez le faire par le nez. Pour des raisons d'énergie dans le corps, je pense que c'est plus opportun, mais si vous ne pouvez pas, par la bouche. Mais autant que possible par le nez. L'inspiration et l'expiration par le nez. Il y a OK? Oui? Suzy qui demandait comment méditer quand on est très en colère ou quand on a eu une journée difficile, tendue. Pour moi, c'est difficile de me concentrer ces jours-là. Aurais-tu des outils pour aider à trouver la motivation? Merci. Ben, ce n'est pas méditer simplement sur le calme mental. C'est une fois que le but, c'est de faire en sorte que la prochaine fois, on ait moins de colère et plus d'espace pour méditer. Donc, la première chose à faire, c'est d'éteindre l'incendie ou de calmer un peu les braises à travers du calme mental, à travers la méditation sur le souffle, et après conserver un peu de temps pour essayer de comprendre pourquoi on est en colère, la justification, et c'est là où il faudrait aller vers une méditation analytique, méditation sur la patience, comprendre pourquoi on est en colère, qu'est-ce qui détermine nos réactions, pour que la prochaine fois, on ait un peu moins de colère et que le soir, quand on veuille méditer, on ait un peu plus d'espace. Ça, c'est vraiment l'indication que le calme mental ne suffit pas. Le calme mental, c'est une fois qu'on a construit ce télescope pendant 20 minutes, par exemple, un peu plus clair, eh ben, on va s'en servir pour essayer de comprendre un peu nos réactions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux appliquer dans la vie de tous les jours. Il y a Jean-Charles qui dit quand je médite, je prends conscience des battements de mon cœur et j'aurais tendance à me focaliser dessus, à prendre conscience des sensations physiques et je fais des allers-retours entre les deux. N'est-ce pas une distraction? Si c'est une distraction, mais ce n'est pas très grave, alors il faut commencer la méditation en se disant quel est l'objet de la méditation et pendant la séance, je ne vais pas changer. Parce que ça peut devenir une distraction et je suis conscient de mon cœur. Si on fait une distraction sur le battement du cœur, je pense qu'on peut méditer sur tout, hein, mais il faut le faire dès le départ, il faut le tenir jusqu'à la fin. Et Cyril demandait tes recommandations par rapport à l'utilisation de boules caisses. Alors moi, je m'en sers, ça m'arrive. J'ai un appartement à Paris qui est très bruyant, donc moi je peux mettre un casque anti-bruit, où il y a des jours où j'en mets pas et je me sers du bruit comme un support à la méditation, mais ça m'arrive de mettre des boules caisses ou un casque anti-bruit, ça fonctionne très bien. Ou on peut mettre également des écouteurs avec une musique de fond, par exemple. Ça couvre bien les bruits extérieurs, je trouve. Il y a des applications où il y a des bruits de rivière. Il ne faut pas que ça devienne une distraction, il ne faut pas que ce soit trop fort. Mais si vous pouvez l'avoir dans vos oreilles sans que ça vous distrait, ça peut faire en sorte de pouvoir méditer dans des environnements très bruyants sans trop être affecté. Je vais peut-être poursuivre un peu sur les 3 autres caractéristiques qu'on va voir. Il y avait juste une dernière question, François. Oui, bien sûr. Alain demandait, à ton avis, peut-on pratiquer Vipassana en parallèle avec le calme mental? Puis après, oui. on va arrêter les questions là. Oui, bien sûr. Ah, mais complètement. Le Vipassana, c'est la vision pénétrante. Et stricto sensu, on ne développe le Vipassana que lorsqu'on a atteint Shamatha. Donc quand on dit on pratique Vipassana, on pratique pour atteindre Vipassana, mais on ne pratique pas Vipassana avant d'avoir développé le calme mental. On n'accomplit pas Vipassana avant d'avoir accompli le calme mental. C'est une séquence. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois qu'on a développé ce télescope, ce microscope électronique, eh bien, on va essayer de comprendre quelque chose, observer les émotions, observer le rapport entre nos sensations et la réaction qu'on a, comment on réagit à la douleur, comment on réagit à la colère, quelles sont les émotions qui peuplent notre flore mentale. Ça, c'est des choses qu'on observe et qui font partie de l'entraînement de la sagesse, de la conscience discriminante. Et oui, ça, c'est une méditation analytique qu'on peut dire Vipassana. Mais les Tibétains sont un peu plus stricts sur la mention Vipassana parce que oui, justement, Vipassana, ça commence quand on atteint le calme mental.
Mais la vision pénétrante, c'est ce qui nous permet d'observer et de comprendre en profondeur une fois qu'on a développé un peu de calme mental. Et le souffle, ce qu'on va voir dans les prochaines séances, c'est vraiment ce support, cette base qui, une fois qu'on est calme, une fois qu'on est vraiment serein, qu'on a calmé les activités du corps, les choses mentales vont nous apparaître beaucoup plus clairement. On va être moins dans la version de nos propres pensées. On va pouvoir les observer, savoir comment elles interagissent, comment on répond aux signaux et aux stimuli autour de nous. Et ça, c'est vraiment de la sagesse. C'est vraiment un peu ce qu'on peut appeler du vipassana. Oui, il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-être effectivement que tu reprennes les enseignements puis qu'on fasse un autre Ouais, temps de à la fin, on peut questions-réponses. refaire une petite... Donc, la première étape, et ça, je peux vous encourager à le faire si vous choisissez, par exemple, de méditer 20 minutes. Encore une fois, on verra la fois prochaine quelle durée on peut faire, mais je conseille au départ, si vous pouvez trouver 20 minutes, c'est pas mal, avec plus ou moins de temps si vous avez la capacité. Si vous êtes très distrait, peut-être faire 10 minutes seulement. Commencez par simplement, j'observe le souffle. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Simplement observant de ça. Si j'ai une distraction, je sais qu'elle est là. Je n'essaie pas de m'en souvenir, je n'essaie pas de la reformuler, je n'essaie pas de me dire qu'est-ce que j'ai vraiment pensé à ce moment-là, parce que ça la nourrit. Non, simplement savoir j'étais distrait, hop, je reviens. Je n'ai pas besoin de savoir exactement quelle était cette distraction. Simplement savoir j'étais distrait, j'ai oublié ce que je devais faire, c'est-à-dire méditer sur le souffle, j'y reviens. Et si on pratique ça pendant quelques minutes, déjà le pouvoir de ces émotions et de cette distraction va baisser. On va être beaucoup plus calme. Donc on peut le faire quelques cycles. On peut essayer de faire 5 cycles. J'inspire, j'expire, une fois, deux fois, jusqu'à 5, si vous voulez bien. Alors, vous m'entendez? On t'entend, François. Ok, j'ai été coupé, donc je repasse sur mon téléphone. Ça tombait bien. Donc là, on a cette pleine conscience qui peut se fixer sur l'objet. Et de temps en temps, on peut se dire, oh là, ça y est, je suis focalisé sur l'objet et se dire, voilà, c'est ça la pleine conscience. Savoir la reconnaître, ça va nourrir un peu la puissance de notre méditation, la joie. Dire, ça y est, je suis focalisé sur l'objet. Et parfois aussi, on peut se demander, une fois de temps en temps, est-ce que je suis distrait, est-ce que je suis sur le point de l'être, pour essayer de développer ce pouvoir de la vigilance. Donc on va faire ça pendant quelques minutes, et à la fin de la séance, je vais vous envoyer un document pour, si vous le souhaitez, pendant une semaine, vous indiquer des suggestions de méditation pour essayer d'établir une pratique quotidienne sur laquelle on va pouvoir discuter la fois prochaine. Donc, avec vos adresses e-mail, je vais pouvoir vous envoyer un document. Et à partir de demain, ou même ce soir, si vous souhaitez, vous pourrez déjà commencer à pratiquer. Donc, on peut faire ça 5 minutes, 10 minutes. J'inspire, je suis conscient, j'inspire. Maintenant, on va essayer de calmer le corps parce que le souffle, c'est une porte d'entrée dans l'exploration du corps également. Dans le Satipatthana Sutta, dans le canon Pali, et même dans le bouddhisme Mahayana, on commence par le souffle, et ce souffle nous permet de comprendre le corps. Les deux sont intimement liés. Si on reste à ce niveau de simplement être observant l'inspiration et l'expiration, on peut avoir des tensions musculaires qui vont créer un flux d'énergie dans le corps qui va être un peu dissonant, qui va empêcher l'esprit de complètement être pacifié. Donc, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait ça pendant quelques temps,
on peut commencer à se dire, est-ce que mon souffle est court ou est-ce qu'il est long? Simplement ça. Les caractéristiques du souffle. J'inspire. J'expire. Est-ce que mon souffle est court? Et pas essayer de le rendre long ou de le rendre court ou de le faire qu'il soit autrement ou parce que la veille, le souffle était très lent, essayer de faire exactement la même chose. Non, simplement observer comme il est. Ok, donc on peut faire ça quelquefois. J'inspire. Conscient si mon inspiration est lente ou courte. J'expire. Je peux faire plusieurs cycles comme ça en essayant de percevoir un peu plus que simplement l'inspiration et l'expiration. Déjà, l'esprit va se raffiner un peu. On passe d'une paire de jumelles à une longue vue. On raffine un peu la qualité de la concentration. On peut faire ça pendant 5 cycles. Ok. Simplement, j'inspire, conscient de mon souffle s'il est court, de mon souffle s'il est lent. Ça, c'est la deuxième étape et on peut le faire aussi si on a choisi de faire une session de 20 minutes. On peut faire ça pendant 5 minutes. Et j'expliquerai d'ailleurs à la fin comment on passe d'un point à un autre. Parce qu'il y a des jours où il vaut mieux rester sur le premier élément, simplement être conscient du souffle. Si on a trop de distractions, si on a trop envie que ça se passe bien, que la méditation, si on a un peu d'attente, trop d'attente sur la méditation, parfois il vaut mieux simplement être observant l'inspiration et l'expiration. Dans le bouddhisme tibétain, l'objet de la respiration est choisi pour calmer les pensées discursives. Les gens qui ont une tendance à la colère, ils vont essayer de développer le calme mental sur la bienveillance, par exemple. Mais s'il y a une tendance à la discursivité, c'est-à-dire l'analyse, sauter d'une pensée à une autre, essayer de comprendre en profondeur pourquoi et on retrouve dans la société moderne, le souffle vraiment, comme il n'est pas dans l'analyse, il est simplement observant quelque chose de physique qui apparaît, ça peut calmer ces discursivités. Et si on a trop de discursivité, il ne faut pas essayer de commencer à analyser la nature du souffle, s'il est lent, simplement rester, j'inspire, conscient que j'inspire, j'expire, conscient que j'expire. La deuxième, après 5 minutes, on peut faire j'inspire, conscient de la lenteur ou du fait que le souffle soit court. Et la troisième, ça va être conscient du corps du souffle. Alors, il y a plusieurs instructions qui peuvent être données. Je tire cette méthode de l'Anapanasati Sutta qu'on retrouve dans le canon Panli et un petit peu dans la tradition tibétaine, mais surtout dans la tradition d'Asie du Sud-Est. Cette troisième étape, c'est le corps du souffle, c'est-à-dire voir le souffle dans son ensemble. Mais il y a aussi d'autres commentaires qui disent que c'est voir le corps dans son ensemble. Et moi, je préfère un peu, en tout cas, à ce moment-là, vous indiquer cette méthode-là plutôt, même si les deux ne sont pas du tout incompatibles et au final, elles sont fonctionnelles les deux. Donc là, une fois qu'on a un peu perçu à travers l'inspiration si mon souffle est court ou lent,
on va essayer de percevoir le corps dans son ensemble. Le corps du souffle dans le sens, toutes les choses qu'on peut sentir dans le corps, mais avec un sens de globalité. On ne va pas essayer d'aller puiser dans chacune des sensations où elles se trouvent, simplement avoir une vision un peu plus globale du souffle. Le souffle est très lié à l'élément air. Et l'élément air, c'est simplement tous les mouvements du corps. Donc j'inspire, à la fois conscient du souffle, mais également des choses que je perçois dans le corps. Donc on peut faire 5 cycles. J'inspire, conscient de l'activité du corps, des mouvements, des sensations, sans particulièrement me porter sur aucune, ou en tout cas si j'en perçois une, ne pas y demeurer. Surtout si je ressens de la douleur, par exemple, dans mes articulations, pas rester simplement là-dessus, essayer de voir d'autres choses qui apparaissent dans la sphère des sensations du corps. Toujours conscient de mon souffle. Parce qu'être conscient du souffle, c'est aussi être conscient des sensations du souffle. Dans le nez, lorsque le thorax ou l'abdomen se gonfle, conscient de cette tension peut-être que je peux percevoir dans mes épaules, sur mon visage, simplement conscient. J'inspire, conscient des sensations diverses qui traversent le corps, y compris l'inspiration. J'expire, conscient des mouvements, des sensations qui traversent le corps. Dans son ensemble. Si j'observe comme l'esprit distrait, je sais que c'est normal. Ma vigilance m'a permis de le constater. Je reviens très calmement sur l'observation du souffle et plus particulièrement des sensations diverses qui traversent la sphère des sensations.
Donc ça, c'est la troisième étape. On peut également, sur une session de 20 minutes, passer 5 minutes. C'est observer ce qui se passe dans le corps. Si on avait commencé avec ça, ce serait peut-être un peu compliqué parce que on serait tout de suite en train de se dire « mais j'ai plein de tensions dans le corps, j'ai mal ». Non, quand on a déjà calmé un peu la respiration, on a beaucoup plus de capacité à observer le corps sans essayer de le transformer, de le changer, de vouloir qu'il soit autrement. C'est graduel. Et l'étape, la quatrième, qu'on va voir aujourd'hui, c'est une fois qu'on a établi un peu de calme mental, de stabilité, très calmement essayer d'apaiser ces sensations dans le corps. D'apaiser la respiration. Sans la forcer, et c'est vraiment ce point capital, on n'essaie pas de forcer la chose, on essaie de faire dans la mesure qui nous est possible. À travers la méditation, on a une petite marge de manœuvre, et on va naviguer dans cette petite marge de manœuvre. Si on en veut plus, on va créer une tension mentale qui va vouloir qu'on ait plus de détente que ce qu'on a, et le fruit de ceci va être qu'on va perturber la paix mentale et qu'on va créer une distraction qui va nous empêcher d'atteindre le calme mental. Non, il faut qu'on navigue dans cette petite latitude qu'on a peut-être agrandi un peu en commençant à méditer sur le souffle, et simplement observer ceci et être sensible, c'est peut-être le terme un peu plus approprié que de dire de calmer, être sensible au calme qui peut s'installer aussi. Vous voyez, c'est moins actif que de dire il faut tout à coup que je détende. Parce que si on a cette perception-là, on se dit il faut que je sois complètement détendu. Et là, on a de l'attachement excessif dans l'esprit qui va être lui-même une perturbation mentale qui va, dont la fonction va être de perturber la paix de l'esprit et de nuire au calme mental. Le calme, la paix intérieure, c'est trouver ce moment où l'esprit est libre à la fois de colère, à la fois d'attachement, même pour la méditation, parce qu'on peut avoir de l'attachement excessif pour la méditation, et de laisser la possibilité au calme profond d'apparaître. Et une fois qu'on aura ce calme profond, la stabilité mentale va venir naturellement. Sur la stabilité mentale va venir la clarté mentale, et l'union de ces trois-là va permettre d'avoir une montée colossale de joie, qui est la félicité du calme mental. Mais ça passe par étapes, et ça passe surtout par ne pas essayer de vouloir trop que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Donc cette quatrième étape, c'est j'inspire, et dans cet espace limité, j'essaie de calmer le souffle. Alors qu'est-ce que ça veut dire calmer le souffle? C'est se dire comment est-ce que je pourrais faire pour calmer le souffle? Peut-être qu'il soit un peu moins heurté, un peu moins sec, peut-être un peu plus vaste, mais pas trop vaste, parce que si j'inspire trop, il y a un moment où je crée une tension musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, avoir un souffle calme? On peut essayer pendant plusieurs inspirations, pendant plusieurs cycles. Et de la même manière que je peux trouver une manière, en m'interrogeant, de calmer ce souffle, je peux me demander comment je peux calmer ces sensations que je ressens, qui sont un petit peu déplaisantes, notamment lorsqu'une tension existe dans les épaules. Peut-être que je peux juste les laisser tomber un peu plus. Que le souffle, aussi bien
que la position de mes membres retrouve une forme de calme, d'inertie, de position, de mouvement naturel. De temps à autre, j'observe l'esprit, me demandant si ma respiration est calme, si je suis distrait, si j'ai encore de l'enthousiasme. Et je reviens calmement sur ce corps, ce souffle. Et je suis sensible à sa détente. Je l'autorise. Ok. Et assez facilement, on peut commencer à imaginer que lorsque le souffle va se calmer, que le corps va se calmer, que ce système de valeurs dont j'ai parlé au départ va complètement s'inverser. Parce que le souffle va plus du tout être ennuyeux, va être la porte d'entrée vers le calme intérieur, qui est une expérience qui n'est pas simplement une expérience par la négation. La paix mentale, on a l'impression que c'est une absence de quelque chose. Non, c'est quelque chose de positif, de très positif. Et quand on ressent cette paix intérieure, on commence à comprendre par l'expérience, plutôt que par le raisonnement, les bienfaits de la méditation. Et ça va nous nourrir très profondément pour poursuivre la méditation, simplement par le calme, par se dire « Waouh, je peux avoir du calme et de la paix et du contentement sans qu'aucun objet extérieur n'en soit la cause. » Ok ? Donc voilà les 4 étapes que vous pourrez essayer, même après si vous êtes encore de l'enthousiasme, après qu'on ait terminé cette séance dans quelques minutes maintenant. Si vous voulez poursuivre, essayez de faire ça pendant 20 minutes, ce serait super. Sinon, essayez juste 10 minutes. Essayez de revoir ces 4 étapes que de toute façon, je vais vous présenter dans le document que je vais vous envoyer pour essayer de le pratiquer, de vous entraîner pendant une semaine si vous le souhaitez. Puis la semaine prochaine, on fera un point et on verra comment cette plateforme du calme va être la porte d'entrée pour comprendre le souffle, pour comprendre nos sensations, nos pensées, et puis pour explorer la nature de l'esprit et l'impermanence. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare? Du coup, François, il y en avait encore 3. Oui. Sachant que peut-être ce que je propose, c'est que comme il est quasiment l'heure, si il y a certains d'entre vous qui avaient des contraintes, vous pouvez tout à fait vous déconnecter. Voilà, ce sera discret, ça ne posera pas de souci. Et puis si vous voulez rester encore quelques minutes, c'est possible. Donc il y avait Jocelyne qui demandait peut-on méditer le soir plutôt que le matin et avec les autres pratiques?
Ça dépend de chaque individu. Moi, je déconseille de méditer après le repas parce que le corps a d'autres choses à faire que de méditer. Souvent, quand on a l'estomac vide, en fin de matinée, en fin d'après-midi ou tôt le matin avant le petit déjeuner, parfois c'est des bons moments, mais c'est dépendant de votre emploi du temps à chacun. Essayez de trouver un moment de qualité, c'est ça qui est important. Dans le document que je vous envoie, c'est d'essayer de trouver un moment de qualité et pas le dernier moment où vous avez fait tout ce que vous deviez dans la journée, vous n'avez plus envie de rien et vous dites « Ok, bon, je vais méditer ». Parce que ça, on peut s'imaginer que l'enthousiasme ne sera pas très fort et la méditation non plus. Donc, essayez de trouver un moment de qualité où vous avez l'esprit assez clair. Il y a Maria qui posait une question. Alors Maria, je t'avoue que je ne comprends pas très bien la question, donc je vais la poser, puis au besoin, tu compléteras. Quels sont les conseils pour profiter pleinement de cette occasion, pour pratiquer la méditation en ayant connaissance des causes actuelles? Je ne sais pas si c'est clair pour toi, François. Encore une fois, c'est une fois que vous avez terminé ces 20 minutes, si vous avez choisi de méditer 20 minutes, essayez d'observer. Si vous connaissez des instructions déjà à la méditation, vous pouvez méditer sur l'impermanence aussi, sur cette sensation qu'on a que toutes les choses sont permanentes et qui posent de nombreux problèmes. On a l'impression que les choses sont impermanentes et quand la réalité se rappelle à leur impermanence, on dégringole. Et est-ce que la souffrance vient plus des choses qu'on vit que de cette dégringolade? Ça, c'est une question qu'on peut apporter dans la méditation analytique pour essayer d'y répondre. Mais oui, on peut essayer de faire de ce moment qu'on vit tous un magnifique tremplin pour essayer de comprendre des choses importantes. La fragilité du système qu'on pensait être permanent, encore une fois. L'interdépendance, à quel point on est dépendants les uns des autres. Et ça, c'est magnifique parce que ça ouvre quelque chose de vaste dans l'esprit qui permet à la bienveillance de s'installer, à l'amour, à la compassion. Et puis, il y a une dernière question. Dans des périodes où je médite tous les matins, mon sommeil peut être plus agité, mes rêves plus présents. Est-ce parce que la méditation agit, fonctionne? Du coup, parfois, je perds de l'enthousiasme car cela devient trop intense, activant encore plus mes pensées pour le reste de la journée. Oui, alors la méditation de calme mental a la capacité, et ça c'est une de ses fonctions, de rendre les rêves plus clairs. Pour méditer le rêve lucide, par exemple, le calme mental, c'est l'entraînement. Plus on est clair de ce qui nous arrive quand on médite, plus on est clair de ce qui va nous arriver dans la journée, clair de ce qui va nous arriver dans la nuit. Mais quand on est habitué à observer ses pensées sans les suivre, on est capable de faire exactement la même chose pour les rêves, c'est-à-dire de ne pas leur attacher trop d'importance aussi. Quand on observe que le souvenir des rêves est parfois plus une distraction, parce que rarement les rêves nous racontent quelque chose, ou si nous arrive, ils racontent quelque chose, peut-être qu'on n'est pas capable de le percevoir. En tout cas, vivre en accord avec ses rêves, ça peut être problématique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ignorance, de méconnaissance dans les rêves. Et je pense qu'une fois qu'on développe cette habitude à laisser passer les pensées de distraction, on peut faire la même chose pour les rêves. Donc, continuez à pratiquer de cette manière-là, mais essayez de moins accorder d'importance au contenu des rêves en pensant qu'il s'agit d'une distraction. Ça, c'est possible aussi. Et puis, il y a plein de messages très, très enthousiastes. Il y avait quelqu'un qui demandait si c'était enregistré. Donc, oui, je l'ai fait. Par contre, j'y ai pas pensé tout de suite. Donc, il manque, je pense, peut-être le premier quart d'heure, sachant que peut-être, François, tu pourras juste joindre des notes sur le… C'était vraiment la première partie sur tout ce qui peut faire qu'on arrête. Oui. C'est un peu avant la fin de ça que j'ai commencé à enregistrer. Voilà, mais en tous les cas, effectivement, plein de messages que tu liras. Oui, tu liras peut-être après. Très, très enthousiaste sur la séance. Moi, j'ai trouvé ça effectivement super. Donc, c'est pour ça que j'ai enregistré, même si c'est vrai que les autres programmes en ligne, on n'avait pas tellement pris l'habitude de les enregistrer. Et du coup, je me dis qu'effectivement, s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas assisté à la première séance,
de pouvoir enregistrer, écouter l'enregistrement, ça peut permettre de prendre le train en route. Voilà, grand merci François pour... Merci à tous, merci d'être venus. Désolé pour la qualité de la connexion, j'essaierai de voir si je peux l'améliorer pour la semaine prochaine. Je vous envoie ça aujourd'hui, voilà, pour un support à la méditation, et puis on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci à toi Arnaud, merci à vous à tous.